Voilà, est-ce qu'on m'entend? Je peux mettre les AirPods. Voilà, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents en nombre pour cette nouvelle édition du trimestriel des urgences de Oui, en présentiel ou en distanciel, puisqu'on a gardé, comme d'habitude, les deux possibilités. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de transmettre votre nom, prénom et numéro INAMI pour les médecins sur le chat de la réunion pour pouvoir établir les attestations et que vous puissiez recevoir tout ça en temps et en heure. Cette réunion scientifique a pour thème la prise en charge du patient en intoxication éthylique aux urgences et en préhospitalier. La discussion portera plus spécifiquement sur les stratégies de prise en charge, les pièges à éviter et les aspects médico-légaux. C'est un thème d'actualité s'il en est, puisque quand on regarde un petit peu les chiffres, en France, une étude de l'INSERM conclut que 30% des urgences sont liées à un usage problématique de l'alcool et 80% sont des intoxications éthyliques aiguës. Je n'ai pas trouvé ces chiffres pour la Belgique, mais par contre, j'ai trouvé une étude de la KUL qui a été publiée en 2021 et qui montre qu'entre 2008 et 2019, ils ont pu constater une augmentation de 50% des admissions pour intoxication éthylique aiguë aux urgences. Donc, en tout état de cause, l'admission de patients apparemment alcoolisés est une réalité non négligeable dans notre pratique. La charge de travail importante dans les services qui sont régulièrement saturés ne nous laisse pas nécessairement le temps d'évaluer ce type de patient à son juste risque
Et la question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces patients sont toujours des bombes à retardement? Je vous propose de répondre à cette question, à toutes les autres questions, avec un médecin anesthésiste, urgentiste d'expérience. Il a arpenté les urgences du groupe CHU pendant plusieurs dizaines d'années. Il a rencontré plusieurs milliers de patients et a accumulé une expérience considérable en médecine aiguë. Donc, je vous propose d'accueillir, comme il se doit, le docteur Lucien Botson, à qui je cède la parole. Merci beaucoup. Alors, on m'entend bien? Oui? OK. Bien, merci pour cette introduction. Euh, je suis anesthésiste, effectivement, mais j'espère ne pas vous endormir, ou en tout cas, si c'est le cas, très rapidement vous réveiller. Mais en distanciel, évidemment, je ne vous vois pas. Je ne vois que les personnes qui sont en présentiel. Donc, ce sera l'échantillon sur lequel je vais me baser. Donc, voilà, merci beaucoup de votre invitation. Et donc, l'alcool n'est pas ma spécialité, je vous le dis tout de suite, hein. La médecine aiguë, oui. Je dis bien aiguë, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On ne va pas se lancer dans le chronique. J'ai fait ça quand j'étais jeune, un tout petit peu. Les patients étaient très contents parce que surtout, je leur disais, écoutez, on va parler de ça autour d'une bonne bouteille. Donc, je ne sais pas, ils appréciaient, je ne sais pas pourquoi. Et donc, quand je leur donnais un numéro de téléphone, c'était un numéro de téléphone vert, c'était gratuit. Donc, je leur dis un verre gratuit, ça on prend. Mais on m'a dit alors au Conseil de l'ordre que ce n'était pas la bonne technique pour aborder les patients qui étaient un peu alcooliques sur les bords, hein. Donc voilà, j'ai abandonné cette technique. Pourtant, ils me disaient, les patients, qu'ils aimaient bien d'avoir quelqu'un d'empathique parce que les autres médecins étaient moins empathiques. Parce que quand ils leur téléphonaient, quand ils décrochaient, le médecin disait «Allô?» C'était une mauvaise introduction pour le sujet. Donc ils ont laissé tomber aussi. Ok, redevenons un petit peu sérieux maintenant. Une petite introduction humoristique. James Cobain, comme on dit à Liège, hein. Voilà. Je m'empresse de dire, puisqu'on a un personnel médico-infirmier assez important en ligne, que je me permets, en ce mois de décembre 2023, de vous remercier aussi pour le travail effectué pendant le problème Covid, pendant la pandémie Covid, où j'étais très content qu'on vous applaudisse, infirmiers, infirmières, médecins, ambulanciers également, à toute la chaîne de secours. Et puis bon, ça s'est perdu et c'est même passé à l'opposé maintenant. Et j'espère, par une participation que je ne vais pas développer ici, pouvoir collaborer au fait qu'on vous revalorise à tout niveau dans les prochains mois. Vous pouvez compter sur moi. Je l'avais promis lors d'une de mes interviews, parce que vous avez vu que j'étais passé quelques fois dans les médias, et j'avais promis que jusqu'à ma tombe, je défendrai le personnel, et je continue. Voilà, on va parler des intoxications éthyliques aiguës. Intoxication, bon, on ne va pas s'intoxiquer trop rapidement, on va parler d'imprégnation aussi, à des premiers stades. Éthylique, ça veut dire à l'alcool, mais on ne se limitera pas à l'alcool. On va être bien obligé, vous verrez pourquoi, de parler aussi d'autres substances. Aigu, donc on fait ça dans l'urgence, que ce soit en extra-hospitalier, en intra-hospitalier, voire même en période de festival. On va passer à la dia suivante. Le truc qui ne va pas. Je n'ai pas besoin du laser. Alors, qu'est-ce que c'est une personne sous influence de l'alcool? Ben, ça m'étonnerait beaucoup que certains parmi vous ne sachent pas ce que c'est, soit par expérience personnelle évidemment, soit si vous travaillez depuis plus d'une semaine dans un service d'urgence, vous savez ce que c'est inévitablement. Nos statistiques sont à peu près les mêmes que celles des Français. Donc une personne peut être sous influence de l'alcool sans être nécessairement en état d'ivresse. Donc, c'est important à bien retenir que vous pouvez avoir des patients qui sont sous influence et qui ne sont pas nécessairement en train de tituber ou de se casser la figure dans tous les coins du service. Ça a une importance. Pourquoi? Parce que la moindre goutte d'alcool ingérée finira quand même par agir sur le cerveau et sur le comportement des gens. Et on va voir en quoi ça peut être important. Parce que la personne peut devenir agressive et pouvait avoir des réactions verbales ou physiques très importantes. Donc l'alcoolisme est quelque chose qui ravage notre population, hein, dans nos régions, pas seulement région belge, je veux dire, hein, mais en Europe occidentale, même au-delà. On ne va pas trop insister sur les régions qui sont très alcoolisées.
Mais bon, nous, en tout cas, c'est quelque chose qui est communément admis. On boit bien. Et en Belgique, on boit bien. Alors, au passage, vous aurez évidemment à mettre des notes dans le dossier infirmier ou le dossier médical pour les médecins qui nous écoutent. Ces notes sont extrêmement importantes en cas de problème judiciaire. Donc, sachez que ce que vous mettez peut très bien avoir des répercussions colossales à partir du moment où en justice, on va regarder ce qui a été écrit, comment vous avez évalué un patient, même depuis le tri. Si vous mettez « Ah, il sent l'alcool » et vous écrivez dans le dossier consciencieusement « Le patient sentait l'alcool », ça peut avoir des répercussions très importantes qui peuvent aussi avoir des répercussions du style plainte contre l'hôpital, voire même contre vous-même aussi. Voilà, justifier évidemment que. Alors, la dia suivante. Donc, c'est important de le noter parce que ce que vous mettez dans un dossier va en général se retrouver dans le courrier au médecin traitant ou à divers spécialistes. Alors, on va faire une approche d'abord du patient. Et afin d'éviter l'escalade et tenter de canaliser le comportement de la personne en question, il y a quelques règles à surveiller. D'abord, vous-même, restez calme et évitez toute forme de provocation. Évident que si vous voyez un patient qui est connu dans la région, qui vient pour la Xème fois, c'est inutile de lui dire « Encore vous, déjà la semaine passée, vous étiez complètement bourré. Hein » Ça risque d'aller mal, quoi. Ça risque d'aller mal. Hein. Je suis persuadé que ça doit être du vécu pour certaines personnes. Privilégiez la communication en choisissant ses mots, pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ce que vous racontez parce qu'ils ne parlent pas nécessairement votre langue. Hein, donc pensez bien à ça. Et vous restez positif, constructif. En quoi puis-je vous aider? Restez toujours positif et constructif vis-à-vis du patient. Évitez les gestes brusques qui peuvent aussi être mal interprétés comme menaçants en particulier. Alors ça peut être des détails, mais je peux vous dire que sur un peu plus de 40 ans d'expérience, j'ai connu des situations où effectivement un seul mouvement avait déclenché une montée dans les tours et pour terminer en bagarre avec des situations pas possibles. Et maintenez toujours une distance de sécurité par rapport à une personne sous influence. Cette distance de sécurité, c'est au moins 1,50 m, dans la mesure du possible. Si vous devez faire une prise de sang, difficile de la faire à 1,50 m, hein, je comprends bien. Mais sinon, si vous êtes en train de parler, vous voyez une certaine situation où il y a simplement du dialogue, restez à au moins 1,50 m. Pourquoi 1,50 m? Parce que plus loin, vous n'entendez peut-être pas ce qu'il raconte, surtout s'il est sous influence. Hein. Et plus près, vous risquez d'avoir un coup, une gifle, un coup de poing, etc. C'est très régulier. Vous avez peut-être connu la situation, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de situations où effectivement le personnel se fait agresser. Ça peut être un simple geste brutal qui vous repousse, mais ça peut être suffisant pour vous faire mal ou en tout cas pour faire dégénérer une situation. Distance, la suivante, s'il vous plaît. Alors, quels sont les signes d'un état d'ivresse? Pour vous faire l'injure quand même de vous les rappeler en détail, on va les voir superficiellement. Hein. Vous savez bien, difficulté à s'orienter dans l'espace et dans le temps. La personne peut tituber, traîner des pieds, elle doit être soutenue pour marcher. Les vêtements sont un petit peu en désordre, mais il y a une présence de traces de vomissement et une élocution difficile, des propos incohérents, ou un de ces signes. Donc, ça doit faire tilt tout de suite. Si vous avez quelqu'un qui se présente et qui a un de ces signes, pas besoin de les avoir tous, mais tout de suite, il doit y avoir une alarme chez vous qui doit dire « Ah, attention, méfiance, il y a peut-être des problèmes. » Une personne en état d'ivresse peut représenter un danger pour elle-même ou pour autrui. Et c'est là que je vais insister sur cet exposé, c'est aussi de vous protéger, vous. Il y a le patient à prendre en charge, parce que c'est une urgence quand même, comme les autres, hein, mais de telle sorte que vous ne vous mettiez pas vous-même en danger à quelque moment que ce soit. Très important. La suivante. Alors, l'intoxication éthylique aiguë peut se présenter sous diverses formes et vous avez une gradation en fonction évidemment du taux d'alcool qui va être ingéré.
vous avez une excitation psychomotrice, rassurez-vous, on va aller très vite là-dessus. J'ai mis le texte parce que ceux qui souhaiteraient avoir une copie de la présentation pourront l'avoir. Ils n'auront qu'à relire simplement, hein. Sinon, moi, je ne vais pas vous redétailler les trucs maintenant. Donc, désinhibition, euphorie, agitation, logorée, trouble de l'attention, trouble du jugement, puis une phase vraiment d'ébriété associée à un syndrome cérébelleux. C'est à ce moment-là que votre cervelet ne fonctionne plus très bien et vous ne savez plus très bien où vous devez mettre vos pieds et vous titubez, hein. Donc là, il y a une réelle toxicité, marquée par des troubles sensoriels également, désorientation, dysarthrie, troubles de l'équilibre. Puis, vous pouvez passer au stade suivant, stade de coma, éventuellement hypotonique avec mydriase bilatérale. Et la mydriase bilatérale n'a pas la même signification que celle que vous avez en traumatologie. On en reverra tout à l'heure. Hypothermie, ça c'est important, surtout quand on est en hiver. Éventuelle incontinence bactérienne ne doit pas vous faire un dessin, pouvoir avoir de tout. Hypotension artérielle, donc pouvoir aboutir aussi à une dépression respiratoire. Et donc, c'est potentiellement mortel comme situation. Bon. Comme dans beaucoup d'intoxications, les vomissements peuvent survenir à plusieurs reprises, conduire à un état d'étouffement avec une broncho-inhalation et une infection massive pulmonaire. Les formes pathologiques, parfois atypiques et associées à des comorbidités, nécessitent un traitement précoce. Le sommeil, pour ceux qui ont bu, vous savez qu'il n'est pas très récupérateur, et que le lendemain, c'est la gueule de bois, qui est en fait un symptôme de la déshydratation cérébrale. Là, si vous buvez un ou deux grands verres d'eau, ça va déjà mieux. Dia suivante. Alors, si vous voulez quelques chiffres, parce qu'en général, on aime bien les chiffres, hein, eh bien, on va reprendre un petit peu les degrés d'alcoolémie et voir à quoi ça correspond d'un point de vue symptôme. C'est une moyenne, évidemment. Certains sont complètement bourrés bien avant ou bien plus tard. Tout ça va être fonction de l'âge, sexe, quantité d'alcool ingéré, évidemment. En général, à partir de 0,5, qui est la limite si vous prenez le volant, hein, souvenez-vous. 0,5 à 1 g par litre, vous avez une altération de la capacité de jugement et de concentration, un ralentissement du temps de réaction. C'est important parce que ça veut dire aussi que sur la route, vous allez faire 10, 15, 20, 30 mètres que vous ne vous en rendrez pas compte, hein. Altération de perception des objets et de la vision spatiale. Au-dessus d'un gramme à 1,5 g, vous avez à 9 chances sur 10 des troubles de l'équilibre, du langage, surestimation de soi, des inhibitions, perte de l'esprit critique. À 1,5 g, 2,5 g, une léthargie, difficulté à tenir debout, trouble de la mémoire, vomissement, et à 3 grammes, une amnésie et un coma chez celui qui n'est pas habitué, entre guillemets, à boire de l'alcool. Ça, c'est à la grosse louche. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous prenez 2 verres, vous êtes facilement à 0,5 g par litre. 2 bières, 2 verres de vin, ça revient à peu près au même, ou un verre de spiritueux. Mais à un verre, vous êtes à 0,25, mais déjà à 0,25, même si ce n'est pas entré dans la loi, si la loi prévoit des problèmes à partir de 0,5, à 0,25, sachez que vous commencez quand même à avoir ces symptômes que vous voyez dans la première ligne, altération de capacité de jugement, etc. On n'est déjà plus soi-même. Dia suivante. Alors les symptômes, vous les connaissez. Quand on a bu, les problèmes de vomissement, nausées, diarrhée, dysmotilité, œsophagienne, gastrique et duodénale. Cardiovasculaire, ça peut entraîner donc des troubles du rythme, et suivant les patients, les antécédents, etc. Ça peut être différent de l'un à l'autre, hein, pas nécessairement à tel type de dosage d'alcoolémie. Vasodilatation, hypotension, diminution de la sensibilité aérienne, diminution de la clearance ciliaire et dépression respiratoire. Dia suivante. Alors, c'est une situation donc, où il faut pouvoir faire un diagnostic différentiel. Donc, pas simplement se dire, il y a quelqu'un qui a bu, point fin, on se limite à ça, a bu de l'alcool, est en état d'ivresse, etc. Il faut savoir que ça peut évidemment cacher autre chose. Cette impression que quelqu'un est sous, hein, ou en état d'ivresse, peut cacher différentes pathologies. Quelles sont les diagnostics différentiels? Il y a suivant. Eh bien, vous pouvez très bien avoir des problèmes de métabolique, d'hypoglycémie par exemple, hyperglycémie aussi d'ailleurs, mais d'hyponatrémie, d'hypo ou d'hyperthermie, d'encéphalopathie hépatique, qui n'a peut-être rien à voir avec l'alcool, mais qui peut donner des symptômes qui peuvent faire penser à
quelqu'un qui est sous influence ou en intoxication alcoolique. L'encéphalopathie de Wernicke, c'est une atteinte des noyaux gris de la base qui nécessite une prise en charge la plus rapide possible, l'administration de thiamine, de vitamine B. Problème neurologique, il faut savoir s'il n'y a pas une notion de traumatisme sous-jacente aussi. Donc quelqu'un qui a un traumatisme cérébral peut très bien avoir un comportement qui fasse penser à ce qu'il soit ivre simplement, alors qu'il ne l'est pas du tout. Hémorragie cérébrale, ischémie cérébrale, donc j'ai connu plusieurs cas comme ça, des patients qui se présentent. Je me souviens d'un en particulier, et dans la salle d'attente, assis, et il devient très rapidement de plus en plus agressif. Et fort heureusement, il y a son épouse qui est avec lui. Et son épouse me dit, écoutez docteur, mais c'est bizarre parce que mon mari n'est jamais comme ça. Et il est devenu subitement vraiment très agressif. Et donc j'ai posé des questions, évidemment, pour savoir s'il y avait une consommation d'alcool, quoi. Et donc son épouse me confirme que non. Mais voilà, il semblait avoir bu et avoir une agressivité augmentante, comme quelqu'un qui cherche la bagarre en état d'ébriété. En fait, faut prendre la décision très rapidement. On l'a vraiment cadenassé, je dis ça gentiment, endormi. C'est l'avantage d'être anesthésiste, hein, c'est que ça peut aller très vite. Passé au scan, il avait une hémorragie cérébrale. Donc ça peut être hémorragie ou ischémie cérébrale. Et ça peut donner donc des symptômes qui ressemblent à l'état d'ivresse. La prise de toxiques, l'abus d'autres substances, y compris le méthanol, l'éthylène glycol et les situations de sevrage, peuvent donner aussi une symptomatologie comme ça. Vous voyez, il y en a qui achètent du méthanol, qui boivent le méthanol. C'est un petit peu toxique, mais c'est un dérivé alcool également. L'épilepsie avec une phase post-critique. Donc quelqu'un peut être en phase post-critique, on pense qu'il a bu, qu'il est en train de cuver. Non, en fait, il a fait une crise, un certain type de crise d'épilepsie et rien d'autre. Des états de mal non convulsifs. Des infections, soit intracrâniennes, soit systémiques, peuvent donner des situations qui ressemblent aussi à ça. Dia suivant. Alors maintenant, quelles sont les complications qu'on va pouvoir rencontrer? Dia suivant. Alors, si vous avez le moindre doute, avec des signes de fracture de crâne, évidemment, ou une notion de perte de connaissance, ou même un doute, un état de conscience discordant avec une éthanolémie que vous allez prélever, hein, un Glasgow coma scale inférieur à 13. Je vous rappelle que le Glasgow coma scale n'est en soi pas vraiment une échelle neurologique à proprement parler. C'était un score prédictif en traumatologie crânienne, hein, donc en principe on ne l'utilise pas. Mais c'est vrai que c'est très vite établi et ça donne une petite idée, mais il faut le suivre, le score en question, voir s'il va bouger, s'il va diminuer ou pas. Et ça peut être en tout cas une bonne raison de faire un CT scan cérébral. Donc un Glasgow coma scale qui chute entre deux évaluations ou un déficit neurologique focal. Tout ça veut bien dire qu'il faut examiner le patient. Pas se contenter de dire qu'il est bourré, on va le mettre dans un coin, on attend que ça passe. Hein. Il faut vraiment l'examiner de la tête aux pieds et avoir un maximum d'informations de l'entourage, parce que le patient n'est peut-être plus du tout en état de vous dire ce qu'il a fait, où il était, ce qu'il a bu, mangé, etc. Dia suivante. Donc, dans les complications, on peut avoir les complications infectieuses, pneumonie d'aspiration, des convulsions, une fibrillation auriculaire qui est induite par l'alcool, ce qu'on appelle le Holiday Heart Syndrome, problème psychiatrique, surtout le problème de violence. Si vous avez un éthylisme chronique sous-jacent, hypoglycémie, acidocétose et l'encéphalopathie de Wernicke dont je vous ai parlé, qui s'attaque au noyau gris de la base. S'il y a un diabète sous-jacent, une hypoglycémie dangereuse et l'hypothermie et de vos traumatismes, ceux qui chutent. La suivante. Alors, il y a des cas particuliers. Vous pouvez avoir un syndrome de sevrage qui peut ressembler très fortement à un état d'ivresse alors qu'il n'y a pas d'état d'ivresse. Il survient en général dans les 6 à 24 heures qui suivent un arrêt de prise d'alcool parce qu'on n'a plus de sous, c'est plus payé d'alcool,
Donc il y a un syndrome de sevrage qui peut s'installer. Une décroissance brutale d'une consommation chronique, donc il ou elle a bu moins pour une raison X ou Y, mais ce n'est pas nécessairement associé à une alcoolémie nulle. Donc, important à garder à l'esprit et importance de l'anamnèse. Et puis, vous avez le cas particulier des enfants. Ça, ce sont des chapitres à part entière, en fait. Où ça peut être un accident, des petits-enfants de 3 ans qui profitent des festivités de la soirée, que ce soit de Noël, de Nouvel An ou quoi, pour vider les verres quand on ne le regarde pas. On se demande pourquoi ils titubent, ils tombent, et ils sont morts bourrés, en fait. Les baptêmes estudiantins, je ne vous fais pas un dessin, et de savoir aussi si une intoxication est volontaire ou pas. Alors c'est important puisque certains font des paris stupides et vont boire de grandes quantités d'alcool plus sec quand même mouillé. Dia suivante. Le record du monde d'alcoolémie est détenu par un Polonais dans le Guinness Book. J'en peux pas au Polonais, mais il se fait que ça a été publié tel quel. Il avait une trentaine d'années, il était retrouvé dans un fossé avec 13,7 grammes d'alcool dans le sang. Ça veut dire que son sang était plus chargé qu'un verre de vin. C'est tout à fait exceptionnel parce qu'on sait qu'à partir de 4 grammes, il y a déjà un risque mortel très sérieux. Alors, au-delà des problèmes chroniques que vous connaissez, les cancers, maladies cardiovasculaires, etc., par l'addiction à la boisson, l'alcool tue également quand il est ingéré massivement d'un seul coup. L'alcool est extrêmement toxique et donc on a eu quand même plusieurs morts. C'est souvent dans les baptêmes estudiantins parce qu'on a bu une bouteille d'alcool d'un seul trait. Et c'est très difficile, donc il faut demander aux néphrologues de vos hôpitaux respectifs, c'est très difficile à éliminer l'alcool rapidement et pour l'empêcher d'être toxique vis-à-vis de tous les organes en définitive, cerveau, rein, entre autres. Ça, c'est vraiment l'intoxication à proprement parler et elle est compliquée à traiter dans le service d'urgence. En fait, c'est aux soins intensifs que le patient va débarquer. Dia suivant. Alors, voilà un exemple concret, le quetch. Tout le monde connaît le quetch. Donc, c'est une liqueur, mais qui est faite aussi à base de prunes. C'est la prune qui s'appelle quetch d'ailleurs. Mais il y en a d'autres. Mais le problème, c'est que si vous faites un affinage d'une bouteille de quetch, si l'alcool ne vous tue pas, c'est le cyanure qui va vous tuer. Parce que dans les noyaux de prunes et d'autres fruits également, il y a ce qu'on appelle de l'amygdaline, dia suivante, qui se décompose, qui devient un cyanure en fait au niveau de l'estomac et ça devient très toxique. Donc si vous faites un affinage d'une bouteille de quetch, si l'alcool ne vous tue pas, ce sera le cyanure. Et en été, vous avez ça avec des cerises, des prunes, des abricots, des pêches. C'est souvent le cas. Il nécessite une vitamine B17. B17, en fait, on l'a baptisé l'amygdaline vitamine parce qu'elle aurait, au conditionnel, certaines propriétés anticancéreuses, mais ça n'a jamais été formellement démontré. Moi, le B17, ça me fait surtout penser à l'avion de la Deuxième Guerre mondiale, Bombardier, qui est plus toxique quand même que thérapeutique. La suivante. Alors, sur cette image-ci, vous avez en fait l'origine mortelle de situations que vous connaissez bien, les problèmes de tabac, d'alcool. Mais je veux dire qu'indirectement, quelqu'un qui est complètement bourré peut mettre le feu à sa maison et en mourir. Donc, c'est un effet indirect de l'alcool. Ce n'est pas si rare que ça. C'est même anormalement fréquent, quoi. L'alcool, c'est donc toxique, soit directement, soit à long terme, mais suivant ce que vous allez faire sous influence alcoolique, ça peut être rapidement mortel aussi. Bien suivante. Alors, une substance peut en cacher une autre. Là, vous avez un verre de bière. Ça ressemble à de la bière. Bien suivante. Mais au-delà, vous pouvez très bien avoir aussi d'autres substances. Donc une personne qui est sous influence d'alcool, qui est en intoxication ou sous influence alcoolique, peut avoir pris autre chose. Et vous savez que la police constate depuis 2-3 ans
que les personnes qu'on arrête en voiture, dans les contrôles, on leur fait des tests de présence de drogue aussi, eh bien, il y a maintenant autant de personnes qui sont sous influence de drogue, substances illicites, que d'alcool. Donc, les patients qu'on reçoit aux urgences ou qu'on va chercher en SMUR peuvent très bien avoir combiné les deux et il faut y penser. La suivante. On peut être sous médicaments aussi, et les médicaments et l'alcool, ça ne fait pas bon ménage. Je ne vais pas les détailler tous, juste savoir que certains médicaments peuvent potentialiser l'effet de l'alcool ou être neutralisés par l'alcool. Ça va dans les deux sens. Et donc, le mélange peut potentialiser ou annihiler, et c'est la même chose pour les effets secondaires. Ça peut les amplifier ou les diminuer. Dia suivante. Indépendamment des médicaments, donc il y a toutes les drogues. Alors vous connaissez, cocaïne, héroïne, LSD, amphétamine, cannabis, la kétamine. C'est les grands classiques qu'on rencontre maintenant dans toutes les soirées, je vais dire. La suivante. Alors, ça, c'est une situation que probablement vous avez connue au moins une fois dans votre carrière, si pas plusieurs fois, et tous les hôpitaux la connaissent. Vous avez vu le nombre de personnes qu'il faut pour essayer de maîtriser quelqu'un qui commence à s'agiter. Pendant ce temps-là, évidemment, vous ne savez pas vous occuper d'un autre patient. C'est autre effet délétère. Je ne dois pas vous faire un dessin, vous savez très bien en quoi ça consiste. Mais comme quoi, il ne faut vraiment pas sous-estimer la situation parce qu'elle peut très rapidement dégénérer et soit vous blesser, soit en tout cas vous distraire d'autres soins à d'autres patients qui sont importants. Et comme on n'est pas vraiment en surplus d'infirmiers, d'infirmières et de médecins pour le moment, il faut y penser. La suivante. Alors, ça, c'est un cas extrême. C'est-à-dire que ce soit avec des drogues ou l'alcool, vous pouvez arriver à ce qu'on appelle un excited delirium syndrome. Ce n'est pas une maladie à proprement parler parce qu'elle peut être déclenchée aussi bien sous alcool que drogue et fatalement un mix des deux. Donc c'est une situation, si vous voulez, où notre physiologie est complètement dépassée, un petit peu comme l'équivalent d'une crise d'asthme. Vous pouvez faire une petite crise d'asthme et puis à un moment, un bronchospasme, devenir tout bleu et en mourir. Ici, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose qu'on rencontre quand même de plus en plus régulièrement, surtout avec les drogues, la cocaïne en particulier, mais ça peut intervenir avec d'autres et avec l'alcool uniquement aussi. Cet excited delirium syndrome est difficile à prendre en charge. Et vous pouvez être amené, non, je ne suis pas en excited delirium syndrome. Voilà. Voilà. Et donc, je vais vous montrer une petite vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Ça va? C'est toujours moi. Je ne m'appelle pas Hulk. Situation donc qui est très difficile à contrôler et vous pouvez très rapidement aussi. Mise en scène et provocation. Antoine Sionini reste insaisissable. Ça, c'est pour après. Modula technique, c'est terrible. Voilà, c'est celle-là. Je peux la mettre en grand écran. Donc voilà, un gars qui est sous influence de drogue. Après qu'on le sait, évidemment. He is right there. Hey, get on the ground! Sont en état d'hyperagitation. On m'entend aussi. D'hyperagitation. Se dénudent facilement, hyperthermie. Toujours attirés par des sons et par des lumières. Donc quand vous arrivez en pleine nuit avec le SMUR, ils vont être attirés par les phares, ils vont être attirés par bleu. Et là, il y a intérêt à être costaud, parce que la petite madame ici, elle va risquer très fort de se faire envoler. Donc elle a intérêt à avoir ses collègues qui vont se synchroniser avec elle pour maîtriser la personne. Et donc c'est une situation critique très délicate. Je pense que cet état de suragressivité entraîne une décharge de catécholamine très importante qui peut entraîner un arrêt cardiaque subit.
surtout si la personne est comprimée au niveau du thorax ou de l'abdomen, qu'elle se sent étouffée. Et vous avez eu des cas récents en Belgique, on a eu aux États-Unis aussi, qui sont passés dans les médias. Là, voilà, ils vont réussir à le maîtriser, mais ça peut déboucher sur un décès, où on va vous demander des comptes, évidemment. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez injecté pour le calmer? Qu'est-ce que vous avez essayé de faire? Donc, ce sont des situations très, très, très délicates. Retenez ça, EDS, Excited Delirium Syndrome. Ça n'arrive pas tous les jours, fort heureusement, mais ça arrive de plus en plus souvent. La suivante. Donc, on va un petit peu screener aussi ensemble, et vous allez me poser des questions inévitablement, hein, sur le refus de soins. Le Hulk en question n'était pas vraiment d'accord de se faire prendre en charge. Savoir un petit peu où se trouvent les limites majeures, mineures. Hein. N'oubliez pas d'avoir l'avis des proches, tout ce que vous pouvez avoir comme information sur ce qui s'est passé avec le patient, avant qu'on ne vous l'amène ou qu'il n'arrive aux urgences, etc. Les problématiques de RGPD, et ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. La police vous pose des questions, est-ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire. Avec les patients, ne pas trop discuter. Parce que quoi que vous essayez de faire, ce n'est pas évidemment quand ils sont aux urgences, en intoxication ou en imprégnation sérieuse, que vous allez refaire leur éducation et leur expliquer que l'alcool, c'est pas bien. Je suppose que vous l'avez déjà remarqué par vous-même. Hein. C'est vraiment pas le moment, quoi. Ça sert à rien. N'oubliez pas les diagnostics différentiels. N'oubliez pas que le temps est très important, de voir comment un patient évolue dans le temps au fil des minutes au sein du service d'urgence. S'il y a une notion de bagarre aussi, et que le patient vous est amené, qu'on vous dit qu'il était au milieu d'une bagarre, pensez qu'il peut y avoir un traumatisme sous-jacent. Donc, surveillez bien s'il n'y a pas des plaies, des contusions, et n'hésitez pas à faire un scanner cérébral s'il y a le moindre doute. L'hypothermie qui ne peut pas être délaissée, l'hyperexcitation, je viens de vous montrer l'image en vidéo, et tout ça, c'est aussi bien donc, en situation SMUR sur le terrain et pendant le transport. Donc pendant le transport, il n'est pas question de dire on laisse les ambulanciers avec le patient et vous allez à l'hôpital. Ça, j'ai déjà vu malheureusement, j'espère que ça n'arrive plus, avec le SMUR qui suit. Non, non, non. L'équipe SMUR doit être dans l'ambulance et le patient doit être surveillé en permanence parce qu'il peut arriver beaucoup de choses. Alors, vous avez la prise de sang officielle, donc celle qui va servir éventuellement en justice, mais c'est celle qu'on vous demande de faire, que les policiers vous amènent, petit tube, hein, l'aiguille, etc. Il n'y a que celle-là qui peut compter en justice. La prise de sang que vous allez faire intramuros, pour vous, pour votre laboratoire, pour votre dossier médical, n'a aucun impact au niveau justice. Pensez un petit peu à une situation, puisqu'on la vit pour le moment dans un coin de notre beau pays, avec un policier qui se fait prendre et qui est positif. Que faites-vous? À quoi pensez-vous? Réfléchissez bien, la problématique n'est pas simple. Et puis il y a la problématique des isolements maintenant. Alors comment est-ce qu'on peut faire un isolement safe pour ne pas retrouver le patient mort le lendemain matin? C'est soit aux urgences, soit en cellule de dégrisement, mais il va falloir prendre une décision aussi. Cellule de dégrisement, c'est à la police. Déjà chez nous, vous savez très bien que c'est très difficile de surveiller un patient en permanence et que les alarmes de monitoring, ça ou rien, ça revient à peu près au même. Quoi. Parce que quand vous avez eu 15 alarmes pour déconnexion d'électrodes, vous en avez marre, vous ne les entendez même plus. Et je comprends, hein. Donc quand vous avez plusieurs patients surveillés, mais malheureusement, c'est comme ça qu'on retrouve des morts aussi. Dia suivante. Et puis, vous avez ces situations d'exception. Hein. Saint-Nicolas des étudiants. Là, c'est grand Tomorrowland, hein, c'est les festivals. Voilà, pour ceux qui ont vécu les dispositifs préventifs, là, vous savez qu'on collectionne évidemment dans le poste médical avancé toute une série de gens qui sont sous influence, très souvent et d'alcool et de drogue, donc double raison de les surveiller de très près et en permanence.
Or, ce n'est pas vraiment ce qu'on rencontre dans un poste médical avancé, hein. Ils sont mis sur le côté, ils disent oui, ok, mettre une perfusion, ça je pense que c'est nécessaire, hein. Mais ils ne sont pas vraiment surveillés en permanence et on a des couacs à peu près chaque année. Dia suivante. Le code de dégrisement, ben, je donne l'exemple qui a eu lieu en Belgique et qui a donné lieu à un procès. On peut lancer la vidéo. C'était au mois de mai cette année. Non, c'était pas lui. Toujours pas, non. Donc c'est un patient, Yves, qui avait été mis en cellule de dégrisement et qui a été retrouvé mort. Voilà. 4 policiers et qui date là de 2016. Lors du festival de Dour, un jeune Français de 26 ans qui consommait de la drogue avait été arrêté en pleine nuit par la police. Il avait été placé en cellule, mais son état s'est vite dégradé et le jeune homme est décédé. Bonjour Julien Crête. Le procès en correctionnel a lieu à Mons. L'enjeu est d'établir évidemment la responsabilité des policiers dans cette affaire. Exactement, elles sont 4 à comparaître depuis ce matin sur les bancs du tribunal correctionnel. 4 policières à qui on reproche une non-assistance à personne en danger, en l'occurrence la victime Simon Bachelet, un Français de 26 ans qui avait été placé en cellule de dégrisement après avoir consommé du LSD et troublé l'ordre public. Un jeune homme sans histoire, un ingénieur, et toute sa famille est d'ailleurs venue ce matin ici à Mons. Alors 2 réalités se sont opposées. Il y a la douleur de cette famille endeuillée qui ne comprend pas pourquoi aucune des policières n'a fait appel à un médecin justement alors que le jeune présentait des signes inquiétants. Et puis il y a en face justement ces policières, certaines en pleurs, qui ont présenté leurs excuses, expliquant n'avoir jamais pu imaginer cette issue fatale. Cet après-midi, la vidéo de cette cellule sera projetée. La famille n'a pas souhaité s'exprimer. Pour l'avocat d'une des policières, c'est un véritable drame. Écoutez. Si elle avait eu conscience de ce qu'il était en péril, évidemment, comme elle l'a fait quelques minutes plus tôt à l'égard d'un autre détenu, elle aurait évidemment appelé les services de secours, ce qu'elle a fait dès qu'elle a constaté qu'il était dans un état critique. Merci beaucoup. Julien Crête. Ok. Donc l'histoire, en fait... L'histoire est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît parce que les policiers étaient allés voir et regardaient avec la caméra. On a un écho là. Donc les policiers avaient dû s'occuper d'une autre personne dans la cellule à côté, puis il y avait eu des bruits, puis ils ont regardé, et puis ils se sont rendus compte assez tardivement qu'il y avait des mouvements bizarres pour le jeune en question. Et en fait, c'était des mouvements convulsifs. Mais ils n'ont pas appelé, parce qu'il faut bien vous dire que les policiers, ben, on les forme, et je l'ai fait pendant plus de 10 ans à Liège en tout cas, aux manœuvres de base de réanimation, au BLS, etc. Mais ils ne sont pas médecins et on ne peut pas leur demander de faire un diagnostic et de se rendre compte que des simples mouvements d'un bras ou d'une main peuvent être des mouvements de convulsion et donc c'est alarme, médicalisation obligatoire. Bon, donc je ne veux pas vous raconter tout le dossier de ce jeune qui est malheureusement décédé, mais les histoires ne sont pas aussi simples qu'il y paraît, hein. Donc méfiance. Il vaut mieux appeler une fois trop qu'une fois trop peu. Alors je sais que vous allez vous dire, oui, mais bon, on a déjà assez de bourrés comme ça, on a déjà assez de travail comme ça. Mais quelqu'un qui est sous influence d'alcool, qui a fortiori est ivre, ne sait même plus vous parler, etc., et que vous allez abandonner dans un coin, c'est un patient comme un autre, il est en risque mortel. Il y a un risque vital sous-jacent. Et croyez-moi, vous avez vraiment intérêt à croiser les doigts. Si vous ne surveillez pas et qu'on retrouve le patient décédé, vous êtes parti pour de longues années de procès et d'aller discuter, de dire exactement ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait, etc. Et donc, raison de plus pour consigner tout ça dans votre dossier au fur et à mesure, parce que ça vous sera utile quand on ressortira le dossier, parfois 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard.
vous souviendrez pas. Vous aurez eu d'autres cas, d'autres bourrées depuis. Vous ne saurez plus en détail qu'à telle heure, vous avez pu constater que ceci et cela. Donc, notez bien tout ce que vous pouvez observer dans la mesure du possible. Dia suivante. Alors, vous avez déjà, on est dans les temps, là, 45 minutes, donc on peut aborder les questions qui ont été posées déjà via Internet, mais peut-être qu'ici, en présentiel, vous avez déjà quelques questions à poser. Bien, vous voulez qu'on regarde d'abord celle-ci? Oui? OK. Donc, une question qui a été posée, c'est y a-t-il un intérêt à réaliser une prise de sang au sens large chez le patient en intoxication éthylique? Bien sûr, il y a un intérêt. Parce que je vous ai expliqué, dans les diagnostics différentiels à faire, vous pouvez avoir des situations d'infection, d'hyponatrémie, etc. Donc, on a intérêt à avoir un bilan et fatalement une alcoolémie aussi, même si elle n'a pas valeur judiciaire, mais pour avoir un taux de départ, parce que vous ne savez pas très bien quand et comment la personne et combien elle a bu aussi, et s'il est en phase ascendante ou descendante de son taux d'alcoolémie. Donc, ce sera peut-être intéressant de faire une alcoolémie quelques heures plus tard. Donc, pour les diagnostics différentiels, c'est certain qu'il y a un intérêt à réaliser une prise de sang. La suivante. Alors, la connaissance du taux d'alcoolémie du patient est-elle utile? Est-elle et si oui, pourquoi? Ben, je viens de vous dire aussi, ça donne fatalement une idée s'il y a eu consommation ou pas. Mais il peut y avoir aussi les autres drogues qui sont à rechercher. Intéressant de savoir s'il y a une combinaison d'alcool et d'autres choses. Alors, dia suivante, quel est l'endroit idéal pour la surveillance des patients? Box aux urgences, cellule de dégrisement ou le domicile. Le domicile, peu probable. Tout ça est contextuel, évidemment. Tout ça est à discuter avec les copains et copines qui sont avec, les parents, la famille, l'entourage, savoir si vous renvoyez quelqu'un à domicile, comment il va rejoindre son domicile. Hein, si vous dites, pas de problème, j'ai ma voiture, je vais la prendre, vraiment pas ce qu'il faut faire. Hein. Et s'il vous semble que les personnes qui accompagnent une personne qui est sous influence, pas complètement ivre, hein, sous influence d'alcool, ben, on va le reprendre, on rentre chez nous et on va dormir. N'hésitez pas à donner quelques consignes de surveillance quand même. Mais le domicile, fatalement, ça sera loin de vous. Et ne pensez pas que parce que ça devient loin de vous, ça devient absolument sans aucune responsabilité pour vous. Quand je dis pour vous, c'est pour l'équipe, évidemment. Hein. Parce que si le patient meurt chez lui, fatalement, on va chercher à savoir pourquoi. Et puis, on vous posera la question, tiens, vous n'avez même pas fait une prise de sang quand il est arrivé, etc. Enfin, vous savez comment ça va en justice. On va vous charger très rapidement aussi. Alors, quelles conditions devraient être remplies pour autoriser une surveillance en cellule de dégrisement afin de désencombrer les services d'urgence? Ben, les cellules de dégrisement ne sont pas faites pour désengorger les urgences. C'est malheureux pour nous parce qu'on a déjà assez de boulot et pas assez de personnel pour ça. Mais voilà, un patient qui est sous influence ou intoxication d'alcool, c'est un patient comme un autre. Eh bien, il faut l'installer de telle sorte qu'il soit surveillé, donc c'est-à-dire pas se contenter de mettre un monitoring qui fera à peine bip bip qu'on n'entendra pas, et tout ça pour le retrouver mort parce qu'il va falloir des heures évidemment pour le dégrisement en question. Mais les cellules de dégrisement de la police ne sont pas les meilleurs endroits pour surveiller les patients. Est-il plus judicieux d'installer ces patients sur un matelas à même le sol ou alors s'orienter vers une contention dans un lit chez le patient non collaborant et à risque de chute? Mais ils sont tous à risque de chute. Même celui qui n'a bu que 2-3 verres, hein, on va quand même aller un petit peu au-delà des limites de base, hein, ils sont tous à risque de chute. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne tiennent plus bien sur leurs deux quilles, ils ne savent plus très bien où ils sont, qui, que, quand, comment, ils se mettent sur le bord du lit, puis ils pensent mettre un pied à terre, mais c'était plus bas que prévu parce que vous avez surélevé le lit pour une raison ou une autre, et plouf, ils se cassent la figure. C'est la responsabilité de l'hôpital, du service et de l'équipe soignante. Et ça, moi, honnêtement, en 40 ans, je peux vous dire que j'en ai retrouvé quelques-uns comme ça, où on m'a appelé Dardar, parce qu'ils jouaient à la tortue Caroline, ils étaient retournés avec le brancard sur le dos, face contre le sol, le nez fatalement fracturé. C'est un grand classique aussi, des états d'ébriété, qui sont mis sur des lits qui ne sont pas suffisamment solides ou massifs. Hein. Donc, vous voyez un petit peu les lits que vous avez, chacun regarde un petit peu dans son hôpital, mais le simple brancard, je peux vous dire que
avec des menottes pour que la personne reste dessus, oui, elle va rester dessus, mais elle va se retourner avec une vitesse folle. Et on est souvent surpris de voir à quel point même des personnes qui ne sont pas nécessairement des malabards parviennent à faire balancer un brancard et se retourner face contre sol avec le brancard sur le dos. C'est comique dans le premier temps, c'est moins comique quand on fait le bilan des lésions et quand on a une plainte qui suit. Quelle est la place du scanner cérébral chez ces patients? On l'a vu, hein. Moindre doute, faites un scanner cérébral. Parce que, ne serait-ce que dans les diagnostics différentiels, la cause primaire peut être très différente, mais aussi s'il y a une notion de bagarre, de traumatisme, de chute, etc. Et vous ne savez pas si quelqu'un qui était en état d'ébriété, qu'on a retrouvé le long de la route, s'il est tombé une fois, 2 fois, 5 fois. Donc, c'est mieux un scanner de trop qu'un trop peu. La suivante, le patient en intoxication éthylique peut-il signer une décharge? Pas vraiment, puisque par définition, sous imprégnation et sous intoxication éthylique, ben, il n'est plus maître de ses moyens, il ne sait plus très bien ce qu'il fait, donc ça ne sert vraiment strictement à rien. La décharge peut être intéressante d'un point de vue juridique dans des situations où vous pouvez prouver que vous avez dialogué avec un patient, vous lui avez fait comprendre qu'il fallait mieux qu'il se fasse soigner, etc., etc. Vous signez une décharge, c'est un argument de plus à mettre sous le nez d'un juge. Mais chez quelqu'un qui est en état d'ivresse ou en intoxication, alcool et drogue éventuellement, on peut dire que ce papier-là ne vaut absolument rien. Alors, peut-on retenir quelqu'un contre son gré pour un patient intoxiqué qui veut quitter les urgences? Tout dépend de la situation. Encore une fois, il faut contextualiser, bien expliquer, si possible, avec au moins 2 soignants qui peuvent attester que, ça c'est ce que les magistrats vont essayer d'avoir, évidemment, hein. C'est l'infirmier ou l'infirmière qui s'occupe du patient et le médecin qui est responsable à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous a semblé? Est-ce que le patient était en état d'urgence pour lui-même ou pour autrui, ou s'il représente un danger public? Alors, en principe, dans un état de droit comme le nôtre, la loi belge vous interdit de maintenir quelqu'un à l'hôpital contre son gré. Sauf s'il y a un état de nécessité, c'est-à-dire qu'on peut montrer avec un maximum d'indices évidemment, hein, objectifs ou même subjectifs état clinique, qu'il représente un danger pour lui-même et pour autrui. Alors, le coup classique, c'est celui qui dit « rendez-moi mes clés, ma carte d'identité, etc. Je pars, je vais rentrer chez moi à 30 km d'ici. » Vous avez vraiment intérêt, quand vous déshabillez le patient pour l'examiner, etc., à mettre tout ça dans un sac et à dire momentanément « écoutez, on ne retrouve pas vos clés pour le moment », pour qu'ils cuvent quand même encore un petit peu et qu'on puisse y voir un peu plus clair plus tard et de voir dans quelle mesure on peut contacter quelqu'un de sa famille pour venir le rechercher, lui et sa voiture. Via suivante. En tant qu'ambulancier, pouvons-nous obliger un patient intoxiqué à se rendre à l'hôpital si la police n'est pas immédiatement disponible? Ben non. Non. Vous ne pourrez pas l'obliger. Voilà. S'il ne veut pas vous accompagner, de toute façon, le patient, il peut vous dire oui, oui, je vais aller à l'hôpital, puis dès que vous avez le dos tourné, il fait ce qu'il veut quand même. Mais vous ne pouvez pas l'obliger. Sauf alors, vous allez attendre la police, il faut l'attendre, hein, s'il représente un danger public. Et sur le bord d'une autoroute, il est en train de courir un petit peu dans tous les sens, donc il risque de créer un accident, il y a un état de nécessité, donc il y a un intérêt supérieur, comme on dit, et il faut attendre la police qui va courir derrière et le rattraper et l'empêcher de continuer à se balader. Faut-il hydrater systématiquement les patients d'intoxication éthylique aux urgences? Ben oui, parce que l'alcool, comme vous savez, n'hydrate pas. Quand on boit de l'alcool, on se déshydrate plus facilement. Il y a un effet diurétique au niveau des reins, entre autres. Donc, il vaut mieux hydrater. Donc, dans toutes les guindailles, dans les postes médicaux avancés où on installe des gens pour qu'ils cuvent, il faut qu'ils aient une perfusion pour les hydrater et leur mettre du sucre. Il vaut mieux qu'ils soient en hyper qu'en hypo. Hein, ça, vous savez, je suppose. Faut-il administrer systématiquement un antiémétique? Ben, là aussi, encore une fois, il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce que vous avez eu le temps de demander s'il avait des allergies et des intolérances?
Si vous injectez un antiémétique en disant ben, je l'ai injecté en cas où, et il est allergique à ce produit-là, et il fait un choc anaphylactique, vous demandez des comptes. Donc, quel que soit le médicament que vous souhaitez injecter, prenez des précautions, sachez quand même au moins avant que s'il y a une indication ou contre-indication, maintenant il est en train de gerber au milieu du bazar, ben, vous direz, écoutez, on l'a fait, on n'a pas pu lui poser la question, on n'a pas eu le temps. Mais ne le faites pas préventivement à tout qui a bu un verre et vient dans un poste médical avancé, même aux urgences. Quand on injecte un médicament, on est responsable des éventuels effets secondaires de ce médicament. Alors, ça, c'était la dernière question dans celle qu'on nous a envoyée. Maintenant, ici, je ne sais pas si vous en avez en distanciel ou bien vous qui êtes en présentiel, si vous avez des questions, des suggestions, des situations particulières vécues. Oui. Donc, je ne sais pas si on entend. Hein. Je vais aller avec le micro. Ah. En fait, les soignés qui sont faits par la police avant de mettre les personnes en cellule. Donc, c'est la police qui arrive avec les personnes qu'elles ont arrêtées et qui viennent faire prendre les paramètres et faire voir la personne par un médecin pour être sûr que tout aille bien. Très souvent, on a ces personnes-là qui refusent ce vieux soigné. C'est leur droit. Mais dans un cas, comme vous dites, en intoxication éthyle, qui ne nécessite pas une ambulance, qu'est-ce que vous préconisez? Soit la personne a le droit de refuser ce vieux soigné et va en cellule, ou est-ce que vous préférez peut-être l'admettre aux urgences afin qu'il soit surveillé et qu'on fasse tout ce qui est nécessaire pour le surveiller, ou pour vous, à partir du moment où lui a décidé qu'il ne refusait, c'était refus? Oui. Alors, encore une fois, ça doit être contextualisé. Il n'y a pas deux cas qui se ressemblent. Bon, si vraiment on voit que c'est un gars qui est prêt à démolir le service, etc., ou prendre sa voiture et qui dit moi j'aime bien la vitesse, je caricature, mais bon, ça, il faut dialoguer avec la police. C'est là que le RGPD en question, dont on peut parler, intervient. Il n'y a pas de secret médical à partir du moment où, en équipe, en aigu, hein, le jour même, pas le lendemain ou sur le lendemain, on dialogue, on explique notre point de vue aux policiers. Eux, éventuellement, peuvent nous donner leur point de vue en disant oui, mais on le connaît, etc. On l'a vu plusieurs fois, ou bien non. Et il faut prendre une décision à ce moment-là. Donc, c'est le médecin qui supervise le service qui prendra la décision. C'est vraiment fonction du contexte et de la dangerosité potentielle. Mais à la base, si vous avez quelqu'un qui se comporte plus ou moins normalement, vous avez interdiction absolue de le maintenir dans un hôpital, dans quelque autre lieu, si vous n'avez pas l'approbation de la magistrature pour maintenir quelqu'un contre son gré. Donc il peut aller aussi, si les policiers disent on va le prendre en cellule de dégrisement, si vous pensez qu'il n'y a rien d'aigu à faire maintenant, mais vous leur conseillez, vous donnez quand même quelques conseils aussi, surveillez bien, au moindre doute, n'hésitez pas à nous appeler, quoi. Et on ira revoir la situation. Parce que les choses, encore une fois, le temps est important, les choses vont évoluer dans le temps, dans un sens ou dans un autre. Et quelqu'un qui était encore relativement bien au moment où les policiers vous posent la question peut être beaucoup moins bien 2 heures après. Et là, il faut aller revoir, quoi. Surtout pas faire, ce que j'ai déjà entendu aussi, c'est dire oui, on le connaît, mais on l'a vu, mais il n'y a pas de problème, savez-vous, par téléphone. Là, c'est mortel si vous avez quelque chose. Là, s'il lui arrive quelque chose. C'est mortel pour lui, mais ça peut être mortel pour vous aussi. J'ai répondu à votre question, oui. D'autres questions en présentiel? Non? Dans les questions à longue distance? Oui, il y a encore 2 questions. La première, c'est un intervenant qui nous dit qu'un protocole, ou en tout cas une habitude institutionnelle, dicte de ne pas faire de dosage d'éthyle chez un patient qui sent l'alcool. Je pense que dans le contexte que vous avez expliqué, il y a des raisons de faire ce dosage. Est-ce qu'il y aurait des raisons de ne pas le faire, justement? Je n'en vois aucune. Pour moi, il faut le faire. Parce que quelqu'un qui a juste bu une gorgée de rhum, qui vient vous trouver parce qu'il a mal à la tête, c'est pas suffisant. Alors, s'il a bu plus qu'une gorgée, c'est rien que de sentir l'alcool, ça vous donne pas une idée du dosage, quoi.
Donc, moi, je ne serais pas du tout d'accord avec cette consigne institutionnelle. Ou habitude de service, en tout cas. Oui, je pense que les médecins légistes et les juges ne seront pas d'accord non plus. Euh, Non, faites ce que vous voulez. Encore une question par rapport à l'échelle d'évaluation de l'état neurologique. On a parlé du Glasgow qui est à la base pas vraiment adapté à l'évaluation du patient en intoxication éthylique. Est-ce qu'on a une échelle qui est plus adaptée à la surveillance neuro d'un patient en intoxication? Non, pas à ma connaissance. Hein. Enfin, oui, il y a des états d'agitation qui peuvent être évalués. Il y a des échelles qui ont été faites d'ailleurs pour les soins intensifs, pour connaître un peu le degré d'agitation. Mais très honnêtement, l'expérience clinique est suffisante et il vaut mieux avoir quelque chose qui est connu mondialement, le Glasgow Coma Scale, et qui est connu par tout le monde dans un service, plutôt qu'une échelle qui serait fort approximative sur un état d'ébriété. La meilleure façon de voir si quelqu'un a bu de l'alcool, quand même, c'est de lui faire une éthanolémie et un examen clinique, neurologique, correct. Et surtout, suivi, c'est-à-dire de refaire une évaluation après un certain temps. Très bien. Et alors, une interrogation par rapport à la place de la prise en charge psy a posteriori, puisque dans l'immédiat, c'est vraiment certainement pas fort contributif, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est contextuel, encore une fois? Disons, ça doit être proposé aux patients avant qu'il ne quitte l'institution et le service d'urgence. Ça, c'est sûr qu'on doit pouvoir lui proposer un suivi, encore une fois, suivant le contexte. Si c'est le gars qu'on voit toutes les semaines parce qu'il va boire ses 20 chopes au café du coin, mais même lui, ça peut être intéressant quand même de lui proposer. Ça ne nous coûte rien de le proposer, en tout cas. Maintenant, de faire le suivi psy nous-mêmes, c'est illusoire. Évidemment, le service d'urgence n'est pas fait pour ça. Donc, c'est la seule chose que je ferai en tout cas, c'est de rappeler à tout le monde que quand un patient quitte le service, on doit pouvoir montrer, et dans le dossier également, c'est-à-dire avec le lettre au médecin traitant, qu'on lui suggère quand même un suivi pour suivi d'addiction, hein, parce qu'en aigu, fatalement, bon, c'est pas quelqu'un qui est abonné, je veux dire, ça pas à grand-chose, mais quelqu'un qui est vraiment en addiction sévère, c'est quand même intéressant, ça ne coûte rien de lui rappeler un petit peu les risques et la possibilité d'un suivi, non pas psychiatrique, hein, pour faire la différence entre le psychologique et le psychiatrique, mais un suivi psychologique. Il y a quand même des centres de guidance, d'addictologie, etc., qui travaillent très très bien et bon, ça ne fait pas de tort de le suggérer et de le suggérer au médecin traitant dans la lettre au médecin traitant aussi, en leur donnant les adresses du coin, suivant où on habite, en disant, tiens, ici, tout près proche du domicile du patient, il y a tel centre qui pourrait peut-être avoir un avis intéressant. Merci. Je pense qu'il y a encore une question qui est arrivée sur le chat. Alors, quelqu'un qui demande quelle influence cette intoxication a pour l'évaluation Nexus du C'est quoi patient. l'évaluation Nexus? L'évaluation qui permet de voir s'il est nécessaire de mettre une immobilisation de la colonne ou pas. Les critères Nexus. Je ne les connais pas. Ça ne me dit rien, ça dit quelque chose à quelqu'un ici en présentiel, vous savez me dire? Ce sont des critères, effectivement, c'est un score d'exclusion. Et voilà. Dans ses réponses, tout à fait. Oui, parce qu'il en existe une flopée, il y a des critères comme ça. Celui qui ne sait pas quelle publication on va pouvoir faire ce mois-ci, en sortir une nouvelle échelle. Et honnêtement, je ne connais pas Nexus en question. Dans les critères, oui.
l'état d'intoxication, en tout cas, est un critère qui impose l'immobilisation. Oui, c'est ça. Dans le sens où, cliniquement, vous avez un doute, vous immobilisez. Point. C'est sûr. Soit un doute avec l'anamnèse, hein, le contexte dans lequel tout s'est passé, soit sur votre propre examen clinique, etc. Vous avez un doute, vous immobilisez. Hein. Il ne faut pas hésiter. Encore une question plutôt médico-légale. Est-ce qu'il y a une durée de surveillance légale ou est-ce que ça se fait uniquement sur l'évaluation clinique du patient? C'est l'évaluation clinique. Et quelle prise en charge adopter chez un patient sous imprégnation en demande de sevrage ou d'aide, en sachant qu'il n'est pas évaluable par le psychiatre, en tout cas dans un premier temps, mais qu'il ne souhaite généralement pas attendre d'être sobre et qu'il souhaite quitter le service avant de pouvoir avoir cette évaluation? Vous n'avez pas le choix, vous devez pouvoir prouver que vous lui avez donné un petit papier avec des adresses, que vous envoyez aussi vers le médecin traitant. Hein, c'est une preuve de plus que vous êtes donné à peine de donner un conseil, un avis de suivi. Mais les psychiatres, de toute façon, et à juste titre, vont refuser de voir quelqu'un, de prendre quelqu'un en charge s'il est en état d'imprégnation et fatalement d'intoxication alcoolique. Parce que ce n'est pas une situation où on peut prendre psychologiquement quelqu'un valablement. Voilà. Encore une fois, ne confondez pas psychiatrie, où il y a une maladie sous-jacente, hein, psychose, etc. Enfin, il y a des maladies bien connues. Je sais bien que la limite n'est pas toujours évidente, mais l'appui psychologique, un centre d'addictologie, c'est pas nécessairement des psychiatres, hein, sont des psychologues, des assistants sociaux, mais qu'au moins on a pu donner une possibilité aux patients avant qu'ils ne quittent et qu'on rappelle à son médecin traitant, si on connaît le médecin traitant, évidemment. Et si vous avez aussi la famille qui est là, n'hésitez pas à donner un petit papier à la famille en disant, écoutez, ben, voilà, on vous conseille, il y a le centre à tel qui est disponible, etc. Ça peut peut-être aider votre conjoint ou ami. Voilà. J'ai encore une dernière question sur le chat. Donc, vous avez parlé de certains symptômes qui sont développés par l'intoxication alcoolique, ou en tout cas qu'on peut considérer comme tels, cardiaque, système nerveux, des convulsions, mais qui peuvent aussi être considérés comme une éventuelle pathologie sous-jacente. Est-ce qu'on doit considérer dans un premier temps en tout cas que l'alcool joue son rôle normal, entre guillemets, ou est-ce qu'on doit creuser par la suite, une fois que le patient est dans un état plus facile à cerner, est-ce qu'on doit aller chercher plus loin? Encore une fois, c'est un conseil qu'on peut donner au médecin traitant. Nous avons repéré tel ou tel problème qui mérite votre attention. Merci d'en assurer le suivi. Ou si vous avez attendu que le patient soit dégrisé et que donc vous allez lui donner ses papiers de sortie et le laisser sortir, il faut absolument lui signaler qu'effectivement on a décelé ceci ou cela et que ça doit être investigué. Soit on peut lui proposer de rester à l'hôpital, soit en tout cas on lui demande de s'adresser à son médecin traitant qui sera informé par votre courrier. Plus vous prenez de précautions, mieux c'est. Voilà, je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie en tout cas pour cette présentation qui était empreinte d'expériences et de cas vécus, qui a certainement pu éclairer pas mal de monde sur les nécessités et les surveillances à faire chez un patient qui en tout cas semble en imprégnation éthylique, sans oublier tout ce qui peut faire penser à ça, mais qui ne l'est pas. Ce n'est pas fort bref sur les diagnostics différentiels et sur les complications, parce que sinon là on passait toute la nuit. Mais bon, j'ai préféré les ébaucher. Vous avez quand même une petite idée que c'est peut-être plus compliqué qu'une simple éthylisme aigu. Donc, voilà. Parfait. Pour vous remercier, cette circonstance, en espérant que ça ne va pas vous amener chez vous. Merci beaucoup. Merci. Je ne vais pas boire tout de suite, en tout cas. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions non plus chez les personnes présentes. Ben voilà, encore une fois, merci, Dr Botson, d'être venu éclairer notre lanterne. Je pense que voilà, on commence à avoir des petits messages comme quoi le message est bien passé. En tout cas, c'est les gens qui me connaissent. Oui, c'est vrai, peut-être bien, mais il n'y a pas que. En tout cas, certainement, chacun a pu trouver dans votre présentation une manière d'évoluer dans la prise en charge du patient chiant
par définition. C'est le patient qui vient en intox alcool en se disant, mais derrière, est-ce qu'on n'a pas plus de choses à surveiller? Si je peux me permettre encore quelques Oui, bien secondes, sur la dernière diapositive, si on sait encore la montrer, vous avez mon adresse mail, voilà, là en bas à droite, si on le voit. Donc c'est l.botson@chuliège.be. Faut pas hésiter, tous ceux qui ont participé aujourd'hui, de près ou de loin, distanciel ou présentiel. Vous avez une question qui vient subitement, tiens, j'aurais dû lui demander ça. N'hésitez pas. Je suis très souvent en communication avec Philippe Boxoul, médecin légiste, hein, puisque je suis vice-président du conseil d'administration et lui est président, on se voit régulièrement. Et donc, éventuellement, si vous avez une question à laquelle je ne sais pas répondre, je lui soumets aussi. Hein, en principe, on l'avait proposé de venir faire l'exposé avec moi aujourd'hui, mais malheureusement, elle n'était pas disponible. Donc, j'ai fait tout seul pour mieux avec ce que je connais. Mais si vous avez des questions auxquelles je ne sais pas répondre, eh bien, vous m'envoyez un petit mail et soit je vous réponds tout de suite, soit je le soumets au professeur Philippe Boxou, que vous connaissez certainement. Voilà, ben encore une fois, merci. Ça clôture notre trimestriel d'aujourd'hui. Je propose qu'on applaudisse le docteur Botson pour sa présentation. Merci. C'est certain qu'on le retrouvera dans nos prochaines éditions du trimestriel des urgences, s'il a trouvé l'expérience intéressante aussi, bien sûr. En ce qui nous concerne, je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain trimestriel, donc le 28 février, où on parlera des urgences chez le patient opéré d'une chirurgie bariatrique. Voilà, une autre ambiance, mais un sujet tout aussi intéressant. Voilà, merci à tous, bonne soirée et à la prochaine. Merci. Bonne soirée. Je coupe mon micro là-bas. Non, parce qu'il a pas